Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette webconférence en partenariat avec We Take Care et l'ANEM. Donc on est ravis d'accueillir sur le plateau aujourd'hui la présidente de l'ANEM, l'Association nationale des élus de la montagne, avec qui nous sommes partenaires de longue date, et We Take Care, qui est une association qui est dédiée à faire du numérique un levier d'inclusion. Et donc l'inclusion numérique, c'est au cœur des préoccupations de SFR, de la Fondation SFR. C'est pourquoi, il y a 2 ans, on a imaginé ce format de webconférence avec Jean Dédier, qui est ici présent, fondateur de We Take Care, pour échanger les bonnes pratiques avec le meilleur des mondes, le monde associatif, les collectivités locales et le monde de l'entreprise. Merci Marie. Alors aujourd'hui, on va parler des montagnes. Alors malheureusement, on va pas parler des dômes, des cimes enneigées, des pics, des breaks, mais on va parler des gens, des citoyens des Hautes-Alpes. Et il y a une phrase qui dit que plus les montagnes sont hautes, plus les vallées sont profondes. Et à l'heure des services déconcentrés, de la dématérialisation générale des services, alors est-ce que le numérique est une opportunité? Y a-t-il une égalité dans les territoires? Et on va évoquer en particulier ce sujet au travers des publics seniors et le sujet du bien vieillir. Alors, nous avons des invités de marque pour travailler ce sujet. Donc, Madame la députée Pascale Boyer, vous êtes aussi présidente de l'ANEM. Nous aurons en ligne Valérie Bruguère de la direction sociale de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Bettina Reveron, vous êtes directrice de l'impact social chez Doctolib. Nous aurons Gérard Baumel, maire d'une commune magnifique de Cérès-en-Luberon dans les Alpes-de-Haute-Provence. Nous avons Vincent Blanchard. Vous êtes secrétaire général de Silver Geek, une association incroyable, innovante, qui emmène les seniors dans des territoires qu'on n'imagine pas. Et puis nous aurons la chance d'avoir Olivier Guérin, un professeur au CHU Nice, et qui est le porteur, le leader d'un projet qui s'appelle Bien vieillir, absolument incroyable, que nous allons découvrir ensemble. Madame Boyer, on commence avec vous. Alors, que se passe-t-il dans les territoires de montagne ou les territoires éloignés? Y a-t-il un sujet particulier d'inclusion numérique? Et est-il déjà une opportunité? Et si on peut mettre un peu l'emphase sur les usages notamment, ou les opportunités, ou les risques, en particulier pour les publics seniors, éclairez-nous. Oui, merci, bonjour et merci pour cette invitation. Donc, c'est un sujet extrêmement important dans les territoires de montagne puisque le numérique est indispensable pour éviter l'isolement des personnes, quelle que soit la typologie de la population. Mais pour nos seniors, dans les territoires de montagne, c'est d'autant plus important. Il faut savoir quand même que, comme nous le savons tous sur ce plateau, la population vieillit en France, mais dans nos territoires de montagne, je voudrais vous donner quelques chiffres. En 2020, il y avait 10,6% de la population française, il y a 10,6% de la population française qui habite en montagne. Et en montagne, on a 2 millions de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, ce qui représente 28,49% de la population des habitants qui vivent en montagne. Et ce pourcentage est supérieur à la moyenne nationale, puisque les plus de 60 ans en France sont à 26,32%. Donc, ce qui veut dire qu'en montagne, on a une population vieillissante et une population âgée. Donc, tout ça pour dire, c'est que ces personnes, ces seniors, ont besoin d'avoir un accès au numérique parce que souvent, ils habitent dans des territoires, dans des communes un peu isolées. Et cet isolement, cette rupture de l'isolement peut se faire bien évidemment par le numérique. Alors, il y a des freins quand même par rapport à ça. Il y avait des freins, on va dire, physiques, avec le problème à l'accès au réseau, qui se sont arrangés, bien évidemment, depuis de nombreuses années, grâce au New Deal, au programme New Deal, qui a été mis en place en 2018, avec les opérateurs et le gouvernement. Et en même temps, il y a la montée de la fibre et du très haut débit qui aussi se déploie de plus en plus et qui avance à une allure assez rapide. Bien sûr, il y a encore quelques zones de montagne où il faut déployer cette fibre. Et ce n'est pas toujours les plus simples, puisque ce sont des zones extrêmement isolées, dans des villages, dans des hameaux. Et donc là, il y a des négociations qui sont faites pour essayer de résoudre ces problématiques. Donc,
au niveau physique, les freins se lèvent rapidement. Après, c'est au niveau des freins, au niveau de l'utilisation. Des usages. De l'usage. Et ça, l'usage, c'est déjà un peu plus compliqué. Comme dans toutes les strates de la population, il y a des personnes qui savent l'utiliser, il y a des personnes âgées qui savent très bien utiliser Internet, mais il y en a d'autres qui ne savent pas l'utiliser, ou très peu. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens financiers aussi d'acheter tous ces appareils. Je pense à l'ordinateur et au téléphone portable et en même temps aux tablettes. Et ces usages et ces utilisations sont parfois un peu compliqués. Alors bien sûr, il y a la famille qui peut être à côté, mais quand on n'a pas la famille à côté, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés dans l'usage, d'être accompagnés dans l'apprentissage de l'usage de tous ces outils. Alors, les élus sont là pour ça aussi. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites auprès des élus, enfin, par les élus et par les collectivités territoriales pour justement accompagner nos seniors dans cette montée en compétences, on va appeler ça comme ça. Mais en même temps, on a aussi des associations telles que la vôtre qui œuvrent, telles que la Fondation SFR, qui œuvrent justement pour pouvoir monter en compétences tous ces seniors, parce que c'est extrêmement important. Je pense notamment déjà à l'accès aux services publics. Déjà, quand on est, on va dire, actif, jeune ou moins jeune, des fois, c'est pas forcément évident d'aller sur les sites services publics. Mais je pense aussi notamment à la télémédecine et à la médecine, à l'accès aux soins. Il y a possibilité d'avoir dans nos territoires ruraux il y a les moyens de pouvoir faire de la télémédecine, notamment sur des consultations de contrôle où les personnes n'ont pas besoin d'aller voir le médecin et de faire des dizaines de kilomètres en territoire de montagne. Ça, c'est extrêmement important. Mais en même temps, il faut qu'ils puissent se connecter. Et c'est compliqué pour le médecin et pour les secrétaires médicales de pouvoir leur donner accès à distance, même si les personnes ont des outils numériques pour le faire. Je pense aussi notamment, par exemple, à commander à distance des biens. Et ça, ça évite de faire des kilomètres, ça permet de faire aussi des économies d'énergie et notamment d'essence. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, j'espère qu'un jour, on pourra les livrer avec des drones à hydrogène, ce qui permettra d'avoir une chaîne décarbonée d'un bout à l'autre. Donc, effectivement, on a besoin de ce numérique dans les territoires de montagne. Ça permet aussi de ne pas être isolé culturellement. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que quand vous êtes isolé dans un hameau au plein cœur de la montagne, vous avez l'environnement, ça c'est super, mais il faut aussi avoir de la culture. Et quand on est connecté, eh bien, ça permet d'avoir accès à cette culture. Et dans vos échanges avec vos concitoyens, aujourd'hui, le numérique est perçu comme un risque ou déjà comme une opportunité ? Moi, je pense que... On va dire c'est mitigé dans le sens où... Alors, le risque, ce sont surtout les réseaux sociaux. Moi, on me dit souvent que les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Mais après, c'est une opportunité, évidemment, parce que ça rapproche les populations, ça rapproche nos seniors du monde vivant. Et ça, je pense que c'est... Enfin, même si dans nos territoires de montagne, nous sommes un monde vivant, bien évidemment, mais ça permet de rapprocher... des populations de tous les services évoqués précédemment, et il y en a encore d'autres, des services à rapprocher de nos populations, mais je pense que c'est extrêmement important et c'est surtout bien perçu parce que l'attente est forte, et on le voyait encore il y a quelques années, quand on n'avait pas cette fibre déployée, quand on avait beaucoup de zones blanches au niveau de la téléphonie mobile, eh bien, il y avait une forte attente. Et depuis qu'on a ces déploiements qui ont été réalisés et que la couverture est nettement meilleure, j'ai moins de retours de la population qui me dit « je ne suis pas connecté », et c'est très très embêtant. Et notamment les seniors. Les seniors étaient très très en attente sur ce déploiement. Donc oui, il y a une très forte attente d'être lié, on va dire, à la toile, comme on disait il y a encore quelques années. Mais effectivement, la crainte, ce sont les réseaux sociaux, et les gens en ont très peur. Merci Madame Boyer. Donc des attentes en fait, Oui. Donc une population qui
qui a compris, même s'il faut les accompagner, que ces usages numériques pouvaient améliorer leur quotidien, en particulier quand on est dans des territoires un peu éloignés. Alors, si tout va bien, nous devons être connectés à Madame Bruguère. Madame Bruguère, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, merci. Ah, je vous vois même, c'est merveilleux. Alors, d'abord, merci de nous rejoindre pour cette conférence. Donc, vous représentez l'action sociale de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Alors, question très simple, pourquoi l'inclusion numérique est un sujet pour vous ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions que vous menez pour accompagner les seniors vers plus d'autonomie numérique et en particulier en lien avec les services que vous développez? Merci pour cette invitation. Donc oui, en effet, au niveau de la CARSAT, nous avons une attention très forte vis-à-vis des retraités pour qu'ils puissent avoir un vieillissement actif et en santé. Et donc, nous avons différentes offres de services que nous mobilisons et nous subventionnons des opérateurs, des porteurs de projets pour qu'ils puissent proposer différentes actions collectives de prévention sur les territoires. Dans ces actions collectives de prévention, on va retrouver des ateliers d'activité physique adaptée, de nutrition, de simulation cognitive ou encore d'inclusion numérique. Toutes ces actions que nous finançons, on peut les retrouver sur le portail Pour bien vieillir, trouver un atelier et surtout elles sont entièrement gratuites pour que les retraités les plus fragiles économiquement, socialement puissent y avoir accès. Donc dans ces ateliers d'inclusion numérique qui vont être portés par des associations, par des centres sociaux, l'intérêt c'est que des personnes vont pouvoir y participer par petits groupes, des groupes de 6 à 10 personnes et ils vont pouvoir progressivement s'acculturer avec le numérique. Madame Boyer l'a dit, ce sont des personnes qui sont isolées, c'est un outil de lien social. En effet, pour nous, CARSAT, organisme de protection sociale, le numérique est un outil qui permet d'accéder aux droits, aux soins, à la prévention et également être sur du lien social et continuer à communiquer avec ses proches. Donc ceci, nous sommes là, nous sommes présents, nous finançons ces ateliers sur l'ensemble des territoires. Pour autant, on voit que la personne doit déjà être dans une dynamique, faire l'effort de sortir de chez elle et d'intégrer un groupe. On a une attention sur tous les publics et notamment les publics de retraités ayant des fragilités économiques et sociales et qui sont en fracture numérique, mais qui pour autant souhaitent développer une autonomie digitale pour tous les bienfaits que ça va leur apporter. Et donc, nous travaillons depuis quelques années avec les bailleurs sociaux. Pourquoi les bailleurs sociaux ? Parce que nous allouons des subventions aux bailleurs sociaux pour leur permettre de rénover les appartements des retraités locataires et leur permettre de rester chez eux dans les meilleures conditions possibles. Et au-delà de ces subventions qui sont allouées pour permettre la rénovation des appartements, on travaille un programme senior avec les bailleurs sociaux pour que la prévention aille au plus près des retraités locataires. Et donc, à ce titre, nous avons bâti une offre spécifique pour ce public où nous allons donner de l'équipement informatique, en l'occurrence des tablettes, à ces retraités locataires qui souhaitent développer une autonomie digitale et qui, malheureusement, n'ont pas les moyens d'acquérir le matériel informatique. Au-delà de du don qui est fait, nous sommes extrêmement attentifs à ce que les personnes puissent s'initier au numérique de façon progressive et gagner en confiance. Pour ce faire, chaque personne va pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel de quelques heures, 4 à 6 heures. L'intérêt est vraiment qu'elle va pouvoir se familiariser avec l'usage du numérique, développer quelques compétences, mais surtout avoir envie de poursuivre cette initiation et de rejoindre un atelier collectif que nous avons financé par ailleurs. Et ça, c'est des choses que nous travaillons avec les bailleurs sociaux depuis quelques années pour permettre à tous les retraités, notamment ceux les plus fragiles économiquement, socialement, de s'initier au numérique comme outil d'accès aux droits, aux soins, à la prévention. Merci Madame Auguin. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire finalement si c'est plus compliqué d'aller faire de l'inclusion numérique dans des territoires de montagne et comment est-ce que vous arrivez quelque part à contourner cet obstacle d'éloignement ? Alors, c'est pas plus compliqué. En fait, il faut surtout travailler avec le bon interlocuteur local.
Vous avez bien vu dans ma présentation, on est là, on est présent, on alloue des subventions. Donc là, sur ces territoires, l'attention que nous avons, c'est d'identifier quel sera le porteur de projet, l'association, le centre social qui sera en capacité de porter cette action et d'aller vers ce public isolé. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec Vincent Blanchard et Silvergeek. Voilà, vous êtes déjà connu dans le monde numérique par votre faculté d'innovation. Vous entraînez les seniors dans des parcours de e-sport. Mais pour que tout ça soit concret, on a une petite vidéo qu'on va vous présenter et après on vous écoute. Merci. Le strike pour Bernard. Pendant son ovation, l'octogénaire se rassoit, ménage ses forces car pendant 3 heures, 4 binômes se sont affrontés. Demi-finalistes, Bernard et Robert ne jouent à la Wii que depuis 7 mois. Au départ, on a un peu grinché, quoi. Et puis voilà, c'était parti. Et aujourd'hui, on est en finale. Ils sont accompagnés de la directrice de leur EHPAD. La Wii, c'est un sport. La concentration, la motricité, l'esprit d'équipe. Il y a toute l'EHPAD qui est derrière nous, qui est sur écran géant. Et ça met de la joie et du bonheur pour tout le monde. En phase 2, la salle est pleine. Le public est impressionné, les jeunes surtout. Franchement, ça me surprend. Voir des vieux en train de jouer à la Wii, c'est incroyable. Franchement, bravo à eux. Et bravo aux gagnants, André et Henri, 97 et 91 ans. Ah ben, je suis bien contente. On a gagné de justesse, les deux équipes se valaient bien et on aurait pu faire mieux. On aurait dû faire mieux. Mais on est bien content du résultat quand même. Cette compétition de e-sport senior a démarré en 2015. Elle est organisée par Silvergeek et au-delà de l'amusement, les enjeux sont plus profonds. Nous, on s'appuie sur le jeu, sur le plaisir, sur le bien-être que peuvent procurer les outils numériques pour démystifier ces outils et susciter l'appétence des seniors pour le numérique. Avec près de 100 structures engagées dans le dispositif, des milliers d'ateliers de e-bowling et d'initiation aux tablettes numériques sont animés dans les EHPAD. Bon, Vincent Blanchard, là, vous faites rêver le plateau, j'imagine les gens qui nous regardent. Comment vous avez eu cette idée d'utiliser le e-sport, quelque part, pour amener des publics seniors vers le numérique, et puis, quelque part, les intégrer au mieux dans notre société ? Alors, c'est un travail collectif. Alors, en préalable, je voulais vous remercier de l'invitation. C'est toujours agréable de revoir ces images aussi, de pouvoir faire découvrir ou redécouvrir nos actions. En fait, le point de départ de Silvergeek, c'était de faire un peu ce constat qu'il y avait toute une génération de seniors qui voyaient un peu les technologies rentrer un peu à marche forcée dans leur vie, un peu par la contrainte. Et nous, on s'est dit qu'il y avait quand même d'autres choses à faire avec ces outils-là, et donc plutôt leur montrer, finalement, leur faire découvrir par le plaisir, par le bien-être et par la faculté que ces outils ont à connecter aussi, à faire le lien avec les générations, les jeunes générations. Et alors, comment ça se déploie, un projet comme ça ? Et puis, on a un peu, vous parlez des seniors, en fait, est-ce que ça marche avec tous ? Est-ce qu'il y a une marche quelque part à franchir ? Où tout ça, finalement, se fait assez simplement. Alors, pour compléter ce qui a été dit, là, on a beaucoup parlé des EHPAD. C'est vrai qu'on est né, nous, d'une expérimentation en ex-région Poitou-Charentes. On était très présents dans les EHPAD au démarrage. Et quand on a fait une évaluation d'impact d'utilité sociale, on s'est rendu compte que on avait aussi un impact, bien sûr, autour du lien social, bien sûr, autour de la santé, du bien-être, de l'épanouissement des seniors, mais aussi vis-à-vis de l'activité physique, la lutte contre la sédentarité. Et donc, depuis quelques années, on s'est vraiment diversifié. Aujourd'hui, on s'adresse aux plus de 60 ans, globalement. Et on va travailler toujours avec des EHPAD, mais aussi avec des seniors un peu plus autonomes, avec des bailleurs sociaux. En fait, on travaille un peu avec les mêmes partenaires que la CARSAT, qui intervenait précédemment. Et donc, le projet, là, on voit la partie, on va dire, la plus médiatisée, c'est la partie sport, mais c'est un projet qui marche sur 2 jambes. Il y a la compétition d'un côté, qui va fédérer, qui va embarquer tous les acteurs, et il y a des ateliers de l'autre, dans lequel on va pas découvrir que le gaming, on va aussi découvrir la tablette, et voilà, les deux fonctionnent ensemble, et les deux s'apportent mutuellement dans le cadre du projet. Et alors, comment est-ce que vous déployez sur les territoires ? Et est-ce que vous allez jusqu'à des territoires, du coup, on va dire, moins servis d'une manière générale par des services sociaux ?
Oui, bien sûr. Silver Geek se déploie cette saison. Donc c'est la 9e saison de Silver Geek dans 53 départements. Donc on s'appuie, nous, pour ça. On reste une petite association. On s'appuie sur tout un écosystème de partenaires locaux. On a parlé des centres sociaux tout à l'heure. On peut parler d'Unicité, qui est un partenaire fondateur de Silver Geek aussi. On va mobiliser des acteurs dans les territoires qui, eux, vont se charger de faire ce lien entre à la fois des jeunes qui ont envie de s'engager et des structures d'accueil de seniors. Donc ça peut être aussi bien des structures d'hébergement que des lieux d'animation comme des bibliothèques, comme des centres socioculturels. Et donc nous, notre rôle en tant que tête de réseau, c'est de transférer nos compétences, nos innovations à ces acteurs-là. Et donc cette année, le projet il se déploie aussi bien à Paris, à Toulouse, à Marseille que à Pujol dans le Lot-et-Garonne, à Sommières dans le Gard, voilà des villes de 3500, 4000 habitants. Donc effectivement, c'est un projet qui est pas réservé qu'à une partie des seniors, ça s'adresse vraiment à tous. D'accord, donc on vous contacte et vous êtes capable d'opérer le transfert à un acteur local qui, lui, va déployer le programme, c'est ça ? Oui, on a des webinaires d'information tous les 3 mois. Donc effectivement, quand on a la chance d'avoir des beaux sujets comme celui qu'on a vu à l'instant, forcément, ça suscite de l'intérêt. Donc, on a beaucoup de gens qui nous contactent. C'est à peu près 2 à 3 demandes par semaine pour de l'essaimage territorial. Et donc, nous, on organise un webinaire qui dure à peu près 1h30 pour présenter toutes les composantes du projet. Et le fait que c'est pas que l'e-sport, c'est pas que le jeu vidéo, c'est un ensemble de choses derrière ce projet-là. Et dans le fond, est-ce qu'on peut dire ensemble qu'un senior qui ne souffre pas de perte d'autonomie est finalement un homme ou une femme comme un autre ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a toute cette dimension aussi derrière autour de une forme de plaidoyer aussi pour de lutte contre l'agisme, de faire évoluer aussi les représentations sur ce qu'est la vieillesse, que sont les capacités des seniors. Et effectivement, c'est cet enjeu de je dirais de travailler aussi sur la dimension culturelle de l'inclusion numérique. Là, on a évoqué, c'est un peu le point de départ de notre projet aussi. On a regardé ce qui existait, on voyait qu'il y avait des choses au niveau de l'infrastructure, de l'équipement, de l'accompagnement à la dématérialisation des services. Mais sur la dimension plus culturelle de ce que veut dire le numérique dans la société actuelle, il y avait un petit peu moins de projets. Donc nous, c'est là-dessus qu'on a souhaité se concentrer. Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons retrouver Monsieur Gérard Baumel qui est en visio. Vous m'entendez, Monsieur Baumel ? Oui, très bien, oui. Alors vous êtes l'heureux maire de Céreste en Luberon. Pourquoi on ne fait pas le plateau chez vous ? Voilà, c'est une si belle région, mais ça peut être beau, il peut y avoir des montagnes, on peut être dans le sud, et on peut aussi se retrouver en quelque sorte territoire isolé. Ce sujet de l'inclusion numérique ou de l'autonomie numérique, est-ce que vous pouvez nous en parler dans votre mairie ? Voilà, alors exactement. Donc je reprends aussi un peu ce que disait Pascal Boyer, qui est ma présidente, puisque moi je suis une commune de montagne, je suis membre du comité directeur de l'ANEM, et donc ça fait de nombreuses années qu'on s'intéresse effectivement à cette inclusion numérique dans nos territoires. Alors, il se trouve que dans ma commune, qui est une commune de 1200 habitants dans les Alpes d'Haute-Provence, nous avons eu le déploiement de la fibre optique qui a été fait par SFR d'ailleurs. Et donc, nous avons la chance de pouvoir déjà bénéficier du numérique, de la fibre. Donc, ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce qui est important, c'est aussi de s'occuper justement des seniors dans nos territoires, parce que, comme ça a été dit, ils sont assez nombreux, et que les démarches actuellement qui se faisaient avant traditionnellement par des formulaires papier et autres, maintenant sont de plus en plus faits sur des sites numériques, et ça complique un peu les choses, surtout pour les personnes âgées. Et effectivement, ces personnes-là, elles viennent nous voir à la mairie en nous disant mais comment on peut procéder, comment on peut faire. Alors, nous, on a réfléchi, puisque ma commune fait partie d'une communauté de communes qui a plusieurs communes aussi classées en zone de montagne, qui s'appelle Pays d'Apt Luberon, puisque ma commune est dans les Alpes d'Haute-Provence, mais on est rattaché à une commune du Vaucluse, qui se trouve également dans ce massif du Luberon.
Et donc, cette communauté de communes a 25 communes pour un total de 29 000 habitants. Sachant que la ville-centre a déjà 12-13 000 habitants, vous voyez que les 24 autres communes sont des petites communes, voire toutes petites communes, et c'est toujours difficile pour toutes ces personnes-là de pouvoir faire ces démarches administratives. Alors, nous, on a eu l'idée de faire un bus itinérant France Service. Alors, c'est la communauté de communes qui a pris en charge, qui gère ce service-là et qui se déplace régulièrement dans les 25 communes de notre territoire. Donc, par exemple, pour ma commune de Céreste, ce bus vient 2 fois par mois. Et ce bus a 2 personnes. Alors, il y a une personne qui est en charge justement de gérer ce service France Service dans ce bus, qui est une employée de la communauté de communes. Et puis, comme on a de nombreux partenaires, alors dans les partenaires, on a Pôle emploi, on a la CPAM, la CAF, l'assurance retraite, l'Agence nationale des titres sécurisés, des FIB pour les impôts, le Point Justice, la Poste, et puis on a la MSA. Et la MSA a accepté de nous mettre à disposition une employée également qui fait le tour de ces 25 communes dans ce minibus France Service. Alors ça, c'est une chose quand même qui est très importante parce que les personnes donc peuvent prendre contact, peuvent aller, quand ce bus est de passage, aller rencontrer une des 2 employées qui, selon la question ou le dossier qu'elles ont à déposer, peuvent avoir tous les renseignements nécessaires. Donc, il est nécessaire que ce bus soit bien sûr connecté à Internet. Donc, ce bus s'arrête sur une place du village qui est près de la médiathèque où nous avons mis le Wi-Fi sur la place, un boîtier Wi-Fi. Wi-Fi gratuit. Comment ? C'est un Wi-Fi gratuit. C'est une petite question. Gratuit, tout à fait. Wi-Fi gratuit, c'est la mairie de place. Alors, pour toutes les personnes qui passent devant la médiathèque, mais aussi pour le France Service. Et donc, ça permet d'avoir dans ce bus où il y a deux espaces séparés avec des ordinateurs, bien évidemment, les personnes peuvent avoir tous les renseignements et monter avec des explications faites par les 2 employés leur dossier. Mais Monsieur Baumel, est-ce que vous me permettez une petite question ? Oui. Est-ce que les publics seniors vont dans ce bus ? Ah oui, c'est surtout les publics seniors. C'est surtout les publics seniors qui viennent demander ces renseignements. Donc, c'est quand même une avancée importante. Et ce minibus France Service a été le premier dans notre secteur, assez large d'ailleurs. Hein, on était le premier. Maintenant, ça a tendance à vouloir se développer. C'est une bonne chose. Et il y a bien évidemment l'histoire du financement, parce que peut-être vous alliez me poser la question, mais qui paye donc, est-ce qu'on a les moyens ? Alors justement, il y a des moyens, c'est important que les communes qui sont intéressées le sachent. Nous, on a mis ce service en place en 2020. Donc, vous voyez, c'est assez récent. On a obtenu un financement du Fonds national France Service pour l'aménagement et le développement du territoire. Alors, on a une dotation, je peux vous le dire, hein, c'est une dotation annuelle initiale de 30 000 € quand même par an, qui est passée en 2023 à 35 000 et en 2024 qui est passée à 40 000 €. Donc, pour faire fonctionner d'abord faire l'achat du minibus et ensuite faire fonctionner avec le personnel. Et on nous a annoncé qu'en 2026, cette dotation passerait à 50 000 € annuels. Donc il y a 2 agents, comme je vous l'ai dit, un agent de la commune de Communes. Je suis désolé, monsieur Baumel, je suis obligé de vous faire un peu accélérer, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a plus de moyens et que globalement, ces dispositifs
touchent en particulier et rendent service au quotidien au public senior de votre commune, c'est ça, hein? Exactement. Et là, les gens sont tout à fait dans l'attente. Il y a des petites communes ou des hameaux isolés autour de ma commune qui nous demandent de connaître la date de passage. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que nous avons inauguré il y a peu de temps une agence postale communale. Et là, nous avons pu obtenir aussi de cette agence postale communale le comité départemental de présence postale territoriale qui aide au financement également des agences postales. Et donc, nous avons profité pour, dans cette agence postale, faire 2 bureaux séparés qui vont permettre aux 2 employés de France Service de venir dans l'agence postale. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que il y a une salle d'attente qui est abritée, bien sûr, dans le bâtiment, alors que le bus, les personnes doivent attendre dehors. Alors, s'il fait mauvais, s'il fait froid, s'il pleut, s'il neige, ça peut arriver. S'il fait très chaud, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est une première chose. Et là, quand on a décidé ça, la Poste a décidé de nous aider aussi en installant gratuitement, bien évidemment, dans la salle d'attente, un ordinateur qui est à la disposition, donc pour tous les jours d'ouverture de la Poste, de l'agence postale, les gens peuvent venir faire eux-mêmes leur démarche s'ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, qui est raccordé bien évidemment à la fibre. Et là, j'ai fait faire une formation à notre employé communal qui gère l'agence postale pour, entre 2 clients de la Poste par exemple, aider aussi les personnes qui viennent intervenir sur cet ordinateur. Alors, il y a une imprimante, il y a un scanner, il y a tout ce qu'il faut. Et tout est à disposition gratuite des gens. Bravo. Et puis, pardon, monsieur Baumel, je vais être obligé de raccourcir, ou en tout cas de finir notre intervention. Moi, j'aimerais juste avoir votre témoignage sur les publics seniors. Dans le fond, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en 2024, ils sont plutôt en appétence ou en crainte vis-à-vis du numérique? C'est-à-dire au départ, quand ils viennent nous voir, ils sont en crainte puisqu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais quand on leur propose ces aides donc ciblées sur leurs problèmes, ils viennent nous remercier. Après, ils sont tout à fait contents. Et le dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'on est en train de développer ce qui va être inauguré très prochainement d'ailleurs, un musée numérique, puisque maintenant, il faut rentrer dans l'ère du numérique. Et donc, on fait un musée, ça va être la première petite commune rurale dans notre secteur, en tout cas, qui développe ce qu'on appelle un musée numérique, qu'on appelle Microfolie, qui se fait avec la Villette du ministère de la Culture, qui est tout à fait d'accord pour ce développement. Et les seniors, là aussi, sont intéressés. Et donc, ce musée numérique, eh bien, ça va nous permettre, dès le démarrage dans quelques mois, de faire des séances où il y a des présentations, il y a des choses qui sont envoyées par le ministère de la Culture de manière numérique pour visiter le musée du Louvre, pour assister à des concerts, à des conférences, à toutes sortes de choses. Et on nous a proposé même... en ligne, du coup. C'est du culturel en ligne, exactement. Et donc, merci, monsieur Baumel. Pardon, je suis désolé de devoir vous couper, on est un peu timé, mais merci beaucoup pour votre témoignage et bravo pour toutes ces initiatives. On enchaîne avec vous, Bettina Révéron. Du coup, Doctolib, c'est presque une politique publique, tout le monde l'utilise au quotidien, mais dans le fond, qu'est-ce que vous faites et comment, quelque part, un acteur privé, aussi important soit-il, aide finalement ou s'assure que l'accessibilité de son service soit universelle et touche le public, et puis en particulier, parce que c'est le thématique du jour, évoquer les publics seniors et leurs usages. Alors oui, c'est effectivement Doctolib une entreprise qui est particulière parce qu'on a vraiment une mission de service public et on tient ça vraiment dans notre ADN et on a à cœur de le faire vivre dans tout ce qu'on fait. L'inclusion numérique, pour nous, en fait, il y a un peu 3 dimensions. La première chose, c'est vraiment faire en sorte que nos services soient utilisables par tous
quel que soit l'âge, la localisation, l'état de santé, etc. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a 50 millions d'utilisateurs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour faire un petit découpage un peu, en gros, quelques chiffres, on a plus de 85% des utilisateurs qui sont en dehors des 5 plus grandes villes de France, parce qu'on a un peu tendance à penser que Doctolib, c'est l'usage urbain, jeune, etc. C'est pas du tout le cas. Et on a à peu près 6 millions de nos utilisateurs qui ont plus de 65 ans. Donc on a déjà une assez grande diversité d'usagers. Évidemment, il faut toujours faire mieux, plus. Là, par exemple, en ce moment, on travaille sur des parcours pour les malentendants, malvoyants, qui ont des problématiques évidemment particulières, qui touchent beaucoup les seniors. Donc, on avance là-dessus. C'est pas simple. Il y a du retard accumulé qu'il faut rattraper. Et puis, c'est des habitudes à prendre dans les façons dont on développe des produits. Donc, il y a vraiment un premier sujet d'inclusion digitale classique sur nos outils. Un deuxième sujet qui est pour moi un peu un enjeu de solidarité, et je pense qu'on aura des choses à voir avec SFR aussi, mais qui est en gros comment des entreprises comme Doctolib soutiennent des acteurs associatifs de terrain qui œuvrent pour l'inclusion numérique. Donc, à notre toute petite échelle, on a par exemple financé un programme avec Emmaüs Connect pour aider des personnes éloignées du numérique à utiliser des services de e-santé. Donc, Doctolib en faisait partie, mais il y avait aussi Amélie, Mon Espace Santé, etc. Donc, ça, c'est une deuxième façon. Et la troisième dimension, qui est pour moi celle où Doctolib a le plus d'impact, c'est d'aider les aidants. C'est faire en sorte que les aidants, sachant que sur Doctolib, il y a un tiers des rendez-vous qui sont pris pour un proche, soit plus jeune, soit plus âgé. C'est énorme. D'accord. Et donc, notre rôle... c'est pas la personne qui doit se soigner qui prend rendez-vous, c'est un proche. Exactement. Ça peut être pour un parent. C'est dû prendre rendez-vous peut-être pour vos parents, des enfants, pour vos enfants. Mais c'est vrai aussi pour les publics seniors. Et c'est tout à fait vrai pour les publics seniors. C'est souvent les enfants qui prennent, moi par exemple, j'ai mes 2 parents sur mon compte Doctolib et je gère en grande partie la prise en charge de leur santé, quoi. Et donc notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que on facilite au maximum la tâche des aidants. Par exemple, on est en train de développer de nouveaux services en EHPAD. L'idée, c'est que les aidants qui ont des proches résidents en EHPAD aient plus de visibilité, qu'il y ait plus de transparence dans la façon dont leurs proches sont pris en charge, dans les parcours médicaux, le type de rendez-vous qu'ils aient, etc., etc. Très bien. On passe à l'opérateur. Avec plaisir. Alors, un opérateur telco comme SFR, finalement, comment est-ce qu'il est concerné par l'inclusion numérique? Alors, je sais ça, parce qu'on est partenaire de très longue date. Est-ce que, Marie, vous pouvez nous dire un mot sur les actions que mène SFR et sa fondation sur ce sujet de l'inclusion numérique? Et est-ce qu'il y a des particularités ou des choses qu'on peut dire relatives au territoire de montagne et au public senior? Alors, relatif au territoire de montagne, je pense que la différence, elle va plus se faire sur le déploiement. Donc, opérateur télécom, évidemment, la première brique, et avant de parler de services et d'usage, c'est le déploiement et de la fibre et du mobile, on en a parlé. On a la chance en France d'avoir aujourd'hui, et c'était pas le cas il y a quelques années, le territoire le mieux fibré d'Europe. Donc il y a eu un énorme travail qui a été fait par les opérateurs, et vous l'avez dit, Pascal, je pense que si on avait fait cette table ronde il y a quelques années, l'une des préoccupations majeures du public en général et du public senior, c'était effectivement, j'ai pas de connexion, ou j'ai une mauvaise connexion, et notamment dans les territoires reculés. Donc, au travers, et le plan France Très Haut Débit, qui est un plan national de déploiement de la fibre, et le programme New Deal Mobile, dont vous avez parlé aussi, Pascal Boyer, qui est un programme dédié au déploiement du mobile sur le territoire, qui a permis de résorber un grand nombre de zones blanches en France, qui est sur la fin. On finit donc le déploiement de ce programme et du plan France Très Haut Débit. Je pense qu'il y a un énorme progrès qui a été fait en France et qui permet effectivement... évidemment à tout le monde une meilleure vie connectée. C'est un programme qui a une fin d'ailleurs ou Absolument, les deux. Donc plan France Très Haut Débit, la cible c'est 2025. Donc en 2025, on espère avoir déployé la fibre vraiment sur l'ensemble du territoire. Il reste aujourd'hui quelques zones qui sont les plus complexes, et notamment on peut les retrouver dans les territoires de montagne. Pourquoi ? Parce que du déploiement, ça veut dire évidemment pouvoir accéder à certaines zones, pouvoir affronter les aléas climatiques. Et en montagne, il y a une certaine période de l'année, notamment quand on est en altitude, évidemment, où on ne peut pas déployer. Donc, on est confronté à ce genre de difficultés, mais qu'on essaye de résoudre avec les pouvoirs publics, avec les collectivités locales, de manière très étroite au quotidien. Et puis, sur le volet
Inclusion numérique, donc vous l'avez dit, la Fondation SFR, c'est vraiment son cœur de préoccupation. On a accompagné la création d'Emmaüs Connect avec vous, Jean Dédier, il y a plus de 10 ans maintenant, et puis la création de We Take Care. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, exactement. Donc on a un petit peu de recul sur l'inclusion numérique. On sait, il y a quelques années, en tout cas aux prémices de l'inclusion numérique, on s'est concentré sur les publics les plus démunis. Et puis, au fur et à mesure, en avançant, et le numérique progressant et l'accessibilité à ses droits ne se faisant maintenant pour partie que via le numérique, on se rend compte que ce n'est pas que les publics les plus démunis qui ont besoin d'aide, mais toutes les franges de la société. Donc on parle aujourd'hui des seniors, mais c'est le cas aussi chez les jeunes. Pour d'autres raisons, ça peut être des sujets plutôt liés au cyberharcèlement, au bon usage des réseaux sociaux, il y a beaucoup à faire, à la lutte contre la désinformation. Donc l'inclusion numérique, c'est très large. Et sur les seniors spécifiquement, on est confronté à des difficultés un peu différentes. Le module pédagogique, les modules d'apprentissage du numérique sont toujours les mêmes. Comment je prends en main la souris, comment je vais utiliser le clavier, l'ordinateur, le portable. C'est la pédagogie qui va être différente pour les seniors. Pourquoi ? Parce qu'on est face à un public qui a différentes spécificités, un public qui apprend moins vite. Donc on va avoir les mêmes modules pédagogiques, mais avec beaucoup plus de répétitions, des formations adaptées, plus lentes. On va être confronté aussi à des difficultés qui peuvent être liées aux freins physiques, donc les tremblements, l'arthrose, des problèmes de vue, d'audition. Et donc tout ça doit évidemment être pris en compte par les associations qui le font très bien, avec qui on travaille. Et puis on est face à un public qui peut avoir des problèmes cognitifs, de gestion du stress et des freins psychologiques par rapport au numérique qui sont plus difficiles à lever que pour d'autres personnes, parce que c'est des gens qui ne sont pas nés avec le numérique, c'est une évidence, qui pour certains n'ont jamais eu à utiliser le numérique dans leur vie professionnelle, et donc qui sont confrontés à la retraite à des vraies difficultés, et des difficultés d'ordre au-delà du social, même familiaux. C'est-à-dire que comment je garde le lien avec mes petits-enfants ? Mes petits-enfants, ils m'appellent plus, ils m'envoient des SMS et puis ils m'envoient des photos. Et c'est ça leur préoccupation majeure en fait aux seniors, c'est comment je garde le lien avec mes petits-enfants et au-delà de ça, comment je gère donc ma santé. Et donc les modules qui vont être développés vont prendre en compte évidemment leur centre d'intérêt. Et donc pour la santé, il y a des parcours spécifiques de comment je me connecte à Amélie, comment je me connecte à Doctolib pour prendre mes rendez-vous, à mon espace santé. Et puis, on va être sur des modules beaucoup plus ludiques. Et donc là, je salue encore une fois l'action de Silvergate que la Fondation SFR a aidé l'année dernière, parce que vous étiez lauréat de l'appel à projet numérique solidaire. On adore cette association, comme tout le monde, je pense. Je trouve que vous faites un boulot formidable. Mais c'est vrai que vers les seniors, de manière générale, les modules d'apprentissage sont plus ludiques, tournés vers le jeu. Ça peut être des jeux de mémoire, comment j'exerce ma mémoire. Ça peut être des jeux pour les clubs de bridge, par exemple, comment je joue au bridge sur ordinateur. Et puis, il y a une dernière spécificité pour bien accompagner les seniors, c'est les déplacements. Donc, certains seniors ne se déplacent plus parce qu'ils sont en EHPAD. Donc, on va les retrouver là, au travers des associations, bien sûr, chez eux, en EHPAD, dans des clubs seniors. J'entendais le bus tout à l'heure, c'est la même chose. C'est vraiment développer le aller vers, et ça peut même aller jusqu'à aller au domicile. Donc certaines collectivités développent ce type d'aide où, pour les personnes les plus isolées, le numérique n'est qu'un prétexte finalement. Donc l'inclusion numérique, l'apprentissage du numérique, c'est une aide à domicile au bon usage du numérique, mais pour les faire venir finalement, les faire revenir vers
vers le social de manière plus générale. Donc c'est des actions qu'on développe avec Emmaüs Connect bien sûr, avec We Take Care évidemment, puisque We Take Care a développé une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, qui est gratuite en ligne, où vous allez retrouver les bons usages du numérique et qui est adapté à tous. Et tous les contenus, y compris Doctolib d'ailleurs. Exactement. We Take Care est présent auprès du bénéficiaire final, mais surtout et aussi auprès des acteurs du service public. Donc vous travaillez avec la CAF, France Travail, et auprès des acteurs de l'insertion. Donc ça fait un panel, je pense, d'actions intéressantes à regarder de près si vous avez des besoins en territoire. Voilà. Oui, et j'en profite, il ne faut pas oublier aussi les enjeux d'assistance pour des publics en perte d'autonomie. Voilà, ce qui pose la problématique de l'accompagnement au domicile, du lien avec la famille, voilà, dans un monde où le lien familial s'est parfois distendu. Voilà, et du coup, ce sujet de l'assistance au numérique des publics très seniors et en perte d'autonomie est un enjeu capital sur lequel il faut beaucoup travailler. Peut-être on arrive à la conclusion de cette première partie. Madame Boyer, est-ce que vous aviez quelques commentaires ou remarques à nous partager ? Oui, avec tous les exemples que nous avons eus, et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres, il y en aurait encore beaucoup d'autres à montrer, je pense qu'on voit bien que le numérique a quand même beaucoup de bienfaits pour nos personnes âgées et nos seniors. Et c'est pour ça que je tiens à remercier Marie Lermelin et vous-même pour avoir organisé cette web conférence ce matin, parce qu'on voit bien que avec ces exemples, l'accès aux soins, la prévention en santé, le rapprochement de l'accès au numérique, un rapprochement ludique, mais en même temps un rapprochement aussi de la culture avec le musée qui va être mis en place à Céreste. Et je salue notre élu fidèle, Gérard Baumel, fidèle à l'ANEM, qui est toujours présent et toujours prêt à intervenir sur les actions qu'il fait dans sa commune et dans sa communauté de communes. L'aide aux aidants aussi en même temps. Je pense que voilà, on voit bien que les usages sont multiples. Il y en aura d'autres encore, je pense, à imaginer. Et dans les communes de montagne, nous avons toujours su, et les élus ont toujours su innover, s'adapter. Comme on dit toujours, en montagne, c'est un peu le système des brouilles. Donc, faut se débrouiller. Et donc, c'est dans des territoires comme cela qu'il y a beaucoup d'innovation. Et je salue énormément le travail qui est fait par les élus, par les associations comme les vôtres, par la Fondation, par toutes les innovations qui peuvent être mises en place, notamment Doctolib et cet accès aux soins que vous essayez de maintenir. Ce qui est intéressant, c'est effectivement pouvoir travailler aussi sur les personnes qui ont des handicaps tels que des problèmes d'accès parce qu'auditifs et malentendants et non-voyants et malvoyants. Et ça, c'est extrêmement important. On n'y pense pas forcément sur le numérique, mais ces personnes-là aussi ont besoin d'être accompagnées pour avoir accès au numérique. Donc, de très belles innovations, de très beaux exemples, et je pense qu'il faut saluer toutes ces actions-là, tous les bénévoles aussi qui travaillent dans les associations, dans les fondations, parce que c'est grâce à eux qu'on peut maintenir ces types d'actions. Moi, je pense notamment à l'exemple dans les Hautes-Alpes d'Emmaüs Connect, où c'est la première fois qu'on avait une équipe locale déployée sur les territoires pour mettre en place des actions d'inclusion, et ça, cette équipe de bénévoles a permis à 130 personnes de pouvoir avoir accès au numérique ou de les accompagner pour avoir accès au numérique. Donc voilà, il faut vraiment saluer tout le travail qui est fait sur nos territoires par tout le monde. Merci. Merci Madame Boyer. Alors on va aller plus loin dans l'opportunité numérique et au service du bien vieillir, et on a la chance d'accueillir le professeur Olivier Guérin. Alors Olivier, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, Olivier. Oui, parfaitement. Je suis vraiment très heureux, je vais vous voyer, mais de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes professeur au CHU de Nice, vous êtes aussi président du Conseil national professionnel de gériatrie, vous avez 1000 vies.
Mais vous êtes surtout aujourd'hui à la tête d'un projet qui s'appelle Bien vieillir et qui présente une opportunité d'innovation qui s'appuie sur le numérique pour faire que demain, l'hôpital ne soit pas le lieu où simplement on se rend quand on a un problème, mais qui soit au cœur de l'anticipation et de la prévention santé. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et qu'on comprenne tous finalement les innovations que va permettre le digital autour des sujets de santé et en particulier des publics seniors? Oui, c'est moi qui suis ravi d'être avec vous, même si c'est en distanciel. En fait, le principe même de la construction de cette cohorte qui s'appelle Bien vieillir ensemble, qui sera sur les Alpes-Maritimes, il est lié à des sujets qu'on peut évoquer dans la communauté gériatrique internationale, et notamment, on va dire, le croisement de deux éléments extrêmement importants qui se présentent à nous. Le premier, c'est qu'on entre dans la transition démographique de manière, on va dire, un peu plus très concrète à partir de 2027, puisque c'est à partir de 2027 que les générations du baby-boom, donc ceux qui sont nés entre 1947 et 1973, arrivent à plus de 80 ans, année par année, et ce pour 25 ans donc. Et on a donc une augmentation très forte de la population âgée, et en même temps, une difficulté de mettre en regard les ressources humaines dans le système de santé au global. Ce n'est pas que le sujet de l'hôpital, on parle bien de l'ensemble du système de santé, notamment si on corrèle le nombre de professionnels qui vont être préexistants et l'augmentation des besoins en même temps de la population, parce que l'avancée en âge provoque de fait une augmentation des besoins de santé. Et donc cette transition démographique qui est face à nous, en même temps, cette diminution relative, si on regarde le temps nécessaire des professionnels de santé, sans qu'on puisse le réajuster, c'est pas propre à la France, c'est partout dans le monde, avant une quinzaine d'années au moins, provoque un double impératif finalement. Un, il faut absolument appuyer très fort sur le sujet de la prévention, finalement, pour qu'on ait un système de santé des professionnels qui soit le plus utile possible, c'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment nécessité de soins, et donc pour la population de préserver au mieux son état de santé le plus longtemps possible. Et le deuxième élément, c'est que cette difficulté d'accès physique nous impose de réfléchir de manière innovante. Et c'est vrai que les outils, les produits, solutions et services du digital vont nous permettre beaucoup de choses. Et c'est ce croisement-là, finalement, entre l'impératif de prévention et l'utilisation de nouveaux outils pour qu'on puisse continuer à apporter des réponses, en fait, à nos populations, qui a fait la construction de cette cohorte. Alors, le principe de la prévention, c'est qu'elle doit être holistique. On aime bien ce mot-là. Ça a été repris par l'OMS. L'OMS disait que l'état de santé était médico-psycho-social. On part maintenant sur une vision OMS bio-clinico-psycho-socio-environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute aussi la biologie, parce qu'on a maintenant la capacité aussi d'avoir des marqueurs prédictifs, des biomarqueurs de pathologie, par exemple, mais aussi de fragilité, c'est-à-dire de diminution de la réserve fonctionnelle et donc de risque de perte d'autonomie. Et l'OMS a décidé d'axer, on va dire, sur les 55-75 ans, les interventions de prévention. Ça ne veut pas dire qu'avant on fait rien, pas du tout. C'est le champ de la promotion de la santé, où là le digital a aussi toute sa place, donc de l'information aux citoyens pour préserver son état de santé du mieux possible à tous les âges de la vie. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien non plus, mais ça veut dire qu'après 75 ans, on rajoute, en plus de la préservation de l'état de santé, la préservation de l'autonomie, qui est un sujet essentiel. Donc c'est comme ça qu'on construit, et ces interventions de prévention, notamment sur ce cœur de cible des 55-75 ans, nécessitent qu'on construise des parcours de prévention un peu comme on a progressé, c'est vrai, sur ces 15 dernières années, pas assez probablement, mais sur la structuration, l'optimisation des parcours de soins. Le deuxième élément important, c'est que ces parcours de prévention holistiques, bioclinicaux, psychosociaux, environnementaux, que l'on doit mettre en place, il y a une question territoriale, parce que c'est à l'échelle d'un territoire que ça peut se construire, puisque les acteurs sont multiples, embarquant par exemple aussi les collectivités territoriales, bien sûr, qui ont un rôle à jouer dans ces sujets de prévention, mais il ne faut pas le décorréler du système de santé. Il y a une petite tendance à dire finalement la prévention c'est le champ de tout le monde, mais pas que des professionnels de santé, c'est vrai, c'est peut-être pas les professionnels de santé qui sont au cœur, c'est à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet d'une prévention bien menée va amener aussi
à ce qu'on appelle le diagnostic précoce. On va gagner du temps sur les diagnostics des maladies, notamment des maladies chroniques. Et du coup, on voit bien par là qu'il faut l'atteler, le coller au système de santé et construire derrière les parcours de soins qui vont bien finalement. Et donc, c'est cet ensemble-là qu'on va essayer de structurer et où le digital a un rôle essentiel. Et dès qu'on parle de digital, on parle aussi d'accessibilité. Donc, notre cohorte a une volonté d'améliorer une triple accessibilité, géographique, sociale et digitale. Et dans l'accessibilité digitale, on est très heureux de pouvoir collaborer à l'échelle de cette cohorte qui va embarquer 30 000 Azuréens avec We Take Care, avec le savoir-faire de ce lien pour pouvoir obtenir cette accessibilité. Mais on voit que finalement, c'est une question essentielle. Je m'intéresse beaucoup au sujet du digital en santé depuis assez longtemps. On le voyait, on va dire, jusqu'à ces dernières années, comme un gain de qualité systématiquement. Là, avec la difficulté d'accessibilité globale au système de santé, une autre question se pose. On veut toujours gagner en qualité par rapport à ce qu'on fait maintenant, mais déjà aussi pouvoir, obtenir une réponse quand nos concitoyens en ont besoin. Et donc, on n'est plus que sur du gain de qualité, mais même aussi sur du maintien d'une capacité de réponse. Les années à venir vont être difficiles, à la fois par cette augmentation des besoins, encore une fois, et par la raréfaction des ressources humaines en santé. Et donc, le digital devient, on va dire, cardinal dans la construction du nouveau système de santé et de son organisation que l'on doit promouvoir, comprenant et embarquant cette thématique de la prévention holistique. Olivier, un petit mot aussi sur le CHU Nice et les Alpes-Maritimes. Donc c'est un territoire de montagne. Donc il y a le numérique, mais il y a aussi qui relie des cohortes d'acteurs qui sont bien différents. C'est-à-dire, vous allez évidemment, il y a les professeurs et les experts de la médecine qui ont pensé les protocoles, et puis il y a une kyrielle d'intermédiaires qui vont jusqu'à l'accompagnement, on va dire presque ludique, comme des clubs seniors, etc. En fait, comment tout ça va s'opérer dans Bien Vieillir? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les parties prenantes et les liens à bâtir? Oui, j'évoquais tout à l'heure cette nécessité de territorialiser l'action parce que sinon c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'acteurs. Et l'intérêt d'avoir un territoire défini, qu'on connaît bien, c'est qu'on peut les embarquer plus facilement parce qu'on les connaît, parce qu'ils se connaissent entre eux. Je parlais effectivement des collectivités territoriales, mais toutes, les municipalités, les communautés de communes sous toutes leurs formes, le département, évidemment, mais aussi la région sur le sujet on va dire, dans sa compétence de développement économique, notamment de la filière digitale en santé. Donc, l'idée de la cohorte, c'est de pouvoir implémenter au fur et à mesure l'innovation pour pouvoir avoir des capacités d'action dans ces champs de prévention holistique au fur et à mesure que les opportunités se présentent. Donc, on voit bien que c'est tous les acteurs qui sont concernés et c'est tout le pari de réussir à embarquer tout le monde. Et puis, côté santé, c'est évidemment l'ensemble des acteurs, l'ensemble des professionnels de la ville ou de l'hôpital qui sont mobilisés depuis, en passant par, on va dire, les corps intermédiaires de la santé, que l'on connaît bien, que ce soit les ordres professionnels ou l'URPS, par exemple, et puis l'ensemble des établissements publics et privés. Donc, c'est bien toute cette chaîne-là, et puis, évidemment, du sanitaire et du médico-social. Donc, vous voyez que c'est vraiment un enjeu de mobilisation de l'ensemble d'un territoire dans le but de déployer ces actions de prévention, ces interventions de prévention, une fois un diagnostic initial fait, qui lui va être personnalisé, parce que la prévention de demain, certainement, c'est une prévention très personnalisée, tout le monde n'a pas besoin de la même chose en termes d'intervention de prévention, et puis aussi d'embarquer ceux qui sont déjà malades, les patients, parce que c'est pas parce qu'on est malade d'une maladie qu'il ne faut pas avoir une vision holistique de la prévention pour tout le reste. Et pour l'instant, c'est vrai, assez décorrélé, on va dire, la vision préventive globale et puis la vision préventive secondaire ou tertiaire pour une maladie donnée, mais qui du coup exclut du champ le reste de cette prévention holistique. Donc c'est vraiment ce modèle-là qu'on souhaite construire et qu'on souhaite préfigurateur d'un modèle prévention et santé territorialisé, global, et efficace, c'est-à-dire de jamais laisser
un citoyen sans réponse. Et du coup, au niveau du citoyen senior, finalement, l'outil mobile va devenir un élément, alors pas unique, hein, c'est du lien hybride, mais va devenir plus que jamais le point de communication, le point d'information. Et donc, il y a dans ce projet un travail qu'on va mener ensemble d'acceptabilité par le citoyen senior du numérique au service de sa prévention santé. Exactement. Finalement, on a défini 3 sous-populations, entre guillemets, dans la capacité d'usage du digital. En fait, le digital sera la première ligne. Ceux qui sont en capacité de le faire tout seuls le feront, à la fois pour ce diagnostic initial et puis derrière pour une partie des interventions de prévention. Sinon, on essaiera de voir, lorsqu'il n'y arrive pas, s'il y a un aidant naturel qui peut aider à rentrer dans le dispositif digital. Et puis le 3e niveau, c'est pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, on fera dans ce cas-là du présentiel et partout sur le territoire. Hein. Vous le disiez très bien, les Alpes-Maritimes, c'est une petite France parce qu'on part d'une bande littorale ultra-urbaine à des territoires de montagne. Donc on a vraiment, sur le plan géographique, des territoires très différents en accessibilité, et sur le plan social aussi, parce qu'il ne faut pas croire, les Alpes-Maritimes, ce n'est pas une population qui n'est que riche du tout, notamment pas sur ses seniors. Donc on a tous les sujets, on va dire, d'accessibilité globale qui se posent à nous, et c'est vraiment cette gradation-là. Mais l'entrée digitale sera l'entrée initiale, on va dire, et petit à petit on affine pour amener tout le monde, tous ceux qui le peuvent, à l'utiliser, et notamment grâce au soutien et à l'action de WeTakeCare avec nous, et puis des collectivités territoriales aussi, bien sûr, hein. Et puis pour garder on va dire la population la plus restreinte possible, pour qui il est nécessaire d'utiliser de la ressource humaine présentielle, vu tout ce que je vous ai dit avant, et ce qui se profile pour nous, qu'on sent déjà fort quand même, sur l'accessibilité directe à un professionnel de santé, même si là aussi, ça sera tout professionnel, encore une fois. Hein. Les pharmaciens d'officine, par exemple, sont d'excellents relais également. Merci beaucoup, professeur Guérin, et puis à très bientôt. Voilà, donc un projet en rupture qui donne visibilité sur comment le numérique demain va devenir un canal d'information privilégié, mais pas unique, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir distinguer quelle est la capacité d'autonomie pour éventuellement développer un seul canal numérique de conversation, d'information et d'action. Voilà. Et puis, en fonction de la capacité de la personne, y mettre de l'hybridité, c'est-à-dire un mélange entre finalement une intervention humaine et du numérique. Et pour des publics les plus fragiles, évidemment, préserver des parcours, alors là, des parcours de soins ou de prévention de soins, on va dire, en présentiel. Mais ce modèle s'applique à tous. Et pour moi, il est assez central puisqu'il est le cœur de ce qui peut être une politique publique. C'est-à-dire que l'étape qu'il faut qu'on franchisse ensemble sur l'inclusion numérique, c'est effectivement qu'on arrive à systématiser les démarches. Pas se dire, j'ai de la chance, j'ai un maire éclairé, j'ai un député qui s'intéresse au sujet, je suis client d'un opérateur ou j'ai une relation privilégiée avec un service privé qui me donne des opportunités, mais arrive à concevoir des programmes dans la globalité. Bettina, je vous redonne la parole. Finalement, quand on est Doctolib, votre proposition de valeur, elle s'étend. Et comment est-ce que vous êtes concerné sur des programmes plus systématiques qui doivent vous aider à aider les seniors, y compris d'ailleurs sur des sujets de prévention? Je suis très contente qu'on parle de prévention, parce que ça fait partie des choses qu'on étudie de près en ce moment. Je vais vous en dire un petit peu plus, mais juste pour revenir un peu sur on en a parlé à l'instant, mais sur les obstacles que peuvent rencontrer les seniors dans l'accès aux soins, un peu la phrase qui résume tout, c'est trop cher, trop loin, trop compliqué. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment qui peut être partagé par tout le monde, parce qu'on a un système de soins qui est formidable, mais qui peut être parfois un peu difficile à appréhender. Mais quand on a plus de 65 ou quand on est senior, c'est un peu la double peine, parce que le facteur financier, la difficulté à se déplacer et la complexité des démarches jouent d'autant plus. Et à cela s'ajoute évidemment que la demande de soins est encore plus importante. On a regardé dans les EHPAD récemment. En gros, on se dit qu'un résident d'EHPAD voit un personnel paramédical par jour, un généraliste par semaine, un spécialiste par mois, et
à une hospitalisation en moyenne tous les 2 mois et demi. Donc c'est une demande de soins évidemment exponentielle, ultra importante, et donc qui complexifie d'autant plus ces parcours-là. Et donc la conséquence, c'est le non-recours aux soins, l'automédication, le manque de prévention justement, parce qu'on met ça de côté, etc., la rupture de traitement. Donc ça, c'est un peu le constat. Donc maintenant, comment des services numériques comme Doctolib peuvent agir là-dessus ? La toute première chose, assez basique, c'est la simplification. C'est rendre plus lisible, plus... le parcours, là. Le parcours, le exactement. Et au-delà du design, juste avoir une visibilité plus claire, plus simplifiée sur comment trouver le bon soin au bon moment, au bon endroit et au tarif qui me convient. Donc, lutter un peu contre l'opacité du système de santé et faciliter l'accès et les démarches de santé. Donc, la simplification, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est réduire les délais d'accès. On sait qu'il y a des zones, en particulier dans les territoires isolés, où les délais d'accès sont très très longs, et des spécialités où les pénuries de médecins, on parlait à l'instant avant de commencer l'émission, on parlait des urologues, certaines spécialités où les pénuries rallongent beaucoup les délais d'attente. Et il s'avère que c'est beaucoup de spécialités où la demande pour les seniors est importante. Il y a les urologues, les cardiologues, il y a les ophtalmos. Tout ça, notre objectif, c'est vraiment de réduire au maximum le temps d'attente pour accéder à ces spécialités-là. Le troisième aspect, c'est de faire évoluer, et c'est là où on va toucher aussi à la prévention, faire évoluer le lien entre le soignant et le patient. Pour l'ensemble des patients en général, mais pour les seniors en particulier, l'idée, c'est de sortir d'une relation qui soit épisodique, tournée principalement autour de la consultation, qui doit évidemment rester au cœur du parcours de soins, mais pas que. Donc sortir d'une relation épisodique où on se voit une fois, puis plus du tout, et vraiment instaurer, grâce au numérique, une relation qui soit plus riche, plus continue, via de la téléconsultation plus régulière, un service de messager de patient qu'on est en train de développer, où on va pouvoir avoir un suivi dans le temps qui est plus simple. Et le rôle de la téléconsultation, évidemment, on l'a évoqué un petit peu avant, est là-dessus clé, parce que quand on a des difficultés à se déplacer, quand les pénuries sont importantes, ça peut être un outil évidemment très très riche pour certains actes de soins, pas tous bien sûr, ça peut pas être l'alpha et l'oméga de tout, mais en tout cas c'est quelque chose qui est essentiel, et on voit d'ailleurs dans les stats que un quart des téléconsultations qui sont faites par des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Donc ça c'est important. Et pour finir sur la prévention, parce qu'on a commencé par là, nous en ce moment on est en train de travailler, c'est en train d'être mis en place actuellement. Un soignant aujourd'hui a 2 façons de mettre vraiment la prévention au cœur de sa prise en charge des patients. La première, c'est de relayer des campagnes de prévention de la HAS à toute sa patientèle. Et la deuxième, justement, c'est de cibler, en fonction de l'âge, du genre, de la localisation, de l'état de santé, etc., certaines parties de sa patientèle. Et donc, par exemple, sur le vaccin antigrippal, de cibler les plus de 65 ans au moment où ceux-ci doivent faire le vaccin. Merci. On se rapproche de la fin de l'émission, donc du coup, je vais vous faire réagir malheureusement un peu rapidement. Monsieur Blanchard, un commentaire, une réaction, un lien avec ce que vous faites chez Cybergeek? Je rejoins ce qui a été dit sur l'importance de la prévention sur la perte d'autonomie, on le sait. Plus on anticipe au moment du passage en retraite un certain nombre de choses, plus on va retarder du coup la dépendance. Et je pense qu'il y a aussi l'enjeu d'adapter l'offre de prévention. Ça a été dit tout à l'heure, le boom démographique qui va venir notamment de la génération des boomers qui n'a pas les mêmes attentes en termes d'offres de prévention. Non, mais sur de la prévention santé, nous, ce qu'on a expérimenté, on développe ce concept qu'on appelle l'e-sport santé, ou comment faire une activité de prévention santé qui n'en a pas le nom, finalement, avec du jeu vidéo, avec de l'intergénérationnel. Et on a constaté aussi qu'on arrivait à attirer une population qui pratiquait pas d'autres activités physiques parce qu'elle se retrouve pas forcément dans l'offre, je dirais, un peu classique, traditionnelle de ce qui est proposé à cette population. Donc, le numérique peut aussi servir, au-delà de la facilitation du lien, de la continuité du parcours, à faire rendre la prévention aussi plus acceptable et plus sexy, entre guillemets, pour cette population.
Bon, en tout cas, vous me gardez une place. Pas de problème. Je réserve ma place pour Cybergeek. Du coup, pardon, Madame Boyer, peut-être un mot de conclusion sur ce que vous avez pu entendre, une réaction à ce qu'a dit Vincent Guérin, qui opère sur un territoire mitoyen du vôtre. Tout à fait, un territoire aussi, un beau territoire de montagne. Bien, voilà, les conclusions, c'est que on a beaucoup parlé quand même de santé, de prévention. Donc, on voit bien que le numérique a une forte utilité, voilà, dans le bien-être et dans le maintien de la mise en forme de nos seniors et dans l'accompagnement aux soins. Le projet mis en place par le CHU de Nice, je pense, est extrêmement intéressant puisque c'est une organisation de territoire autour de la santé et c'est ce qui est très important dans les territoires ruraux et aussi notamment de montagne. Moi, j'aimerais venir sur deux sujets. Effectivement, il y a l'accompagnement du malade, il y a la décarbonation aussi de la médecine. Ça fait partie aussi de ça. Il y a la prévention, bien évidemment. Et je vois, nous, dans nos territoires, on a souvent on a tous les ans et à chaque saison des pointes d'affluence touristique extrêmement importantes. Et le numérique permet aussi d'apporter sa pierre à l'édifice dans le sens où la bobologie peut se traiter à distance. Et la bobologie, alors c'est pour tous nos touristes, mais c'est aussi pour nos résidents seniors qui aussi peuvent être avoir des petits bobos comme on dit, mais qui n'ont pas nécessité de les transporter à l'hôpital de Gap ou au CHU de Nice. Et j'aimerais revenir aussi sur le sujet de l'oncologie. On a à Gap un service d'oncologie, mais qui sont en relation directe avec l'Institut Paoli Calmette de Marseille. Et nos patients à Gap ne vont pas systématiquement à Marseille faire une consultation, mais il y a des consultations en téléconsultation, et ça c'est extrêmement important pour ce type de maladie où on a besoin d'avoir un confort et un bien-être du malade et ne pas leur faire parcourir des distances inconsidérées. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de santé, il y a d'autres sujets, effectivement la prévention, le jeu, et ça c'est extrêmement intéressant aussi ce que vous mettez en place pour la prévention de nos seniors. Mais effectivement, la santé, c'est quand même un sujet, on le voit bien, un sujet extrêmement important dans le numérique. Et les actions qui sont faites aussi par Doctolib, ça rappelle un peu les CPTS, c'est-à-dire l'organisation des équipes de santé sur les territoires. C'est vraiment extrêmement... ce sont des actions qui sont à porter et à soutenir. Et j'aimerais aussi parler d'un partenaire qui est l'Agence nationale des collectivités territoriales, la NCT, qui, elle aussi, met en œuvre beaucoup de projets, qui a aujourd'hui permis de mettre en place les aidants Connect dans les maisons France Service. Et il y en a 16 423 d'aidants habilités dans les maisons France Service. Donc ça, c'est extrêmement important pour l'accompagnement de nos seniors et pour leur permettre un apprentissage au numérique. Et en même temps, ils ont mis en place des programmes de société numérique qui interviennent depuis 2018 auprès des Français pour les accompagner vers l'autonomie, l'appropriation des outils numériques. Donc je pense que on travaille tous ensemble, élus, acteurs privés, acteurs publics, acteurs associatifs et associations pour pouvoir effectivement donner accès à nos seniors au numérique. Et je pense qu'il faut saluer toutes les actions qui sont mises en place. Merci, on arrive à la fin. Donc, le numérique est une opportunité définitivement pour les territoires de montagne. Il peut être une chance pour rapprocher un certain nombre de services, et notamment des services de soins ou de prévention aux soins. Voilà, on voit qu'il y a une initiative juste incroyable qui se lance. Il y a un travail, effectivement, d'arriver à bien calibrer ce que peut faire le citoyen, la personne, en autonomie, et aussi savoir déclencher et garder du lien présentiel quand c'est nécessaire. Il faut aussi penser, c'est tout le projet Aidants Connect, à préserver l'assistance des gens qui malheureusement ont perdu l'autonomie et qui sont quand même de bon gré mal gré connectés à des enjeux numériques.
Merci à tous pour vos témoignages. Marie, merci encore pour nous inviter sur ce beau plateau. À bientôt. Merci. Merci.